Après avoir abordé le fonctionnement général de la monnaie aujourd'hui, la façon dont on peut la théoriser, la pluralité des monnaies et la façon dont cette pluralité coexiste, nous nous intéressons dans cette séquence à la question de la territorialisation de la monnaie. Quel rôle la monnaie peut-elle avoir sur un territoire? La question se pose en termes de flux, d'interdépendance et de complémentarité entre territoires, mais aussi en termes de la capacité d'une monnaie territoriale à mobiliser efficacement les acteurs économiques de ce territoire et à créer des dynamiques positives de circulation, d'emploi, de revenus, de consommation, de production. Premier point, quel territoire pour la circulation monétaire? La construction historique des États-nations a imposé le principe d'une monnaie circulant sur l'ensemble du territoire national, que celui-ci soit de la taille de la Suisse ou des États-Unis. Cette association a commencé à être critiquée par Robert Mundell, un économiste canadien, dans un article en 1961, dans le cadre d'une théorie des zones monétaires optimales. Mundell s'interroge sur le territoire optimal pour une monnaie dans des termes exclusivement économiques. Il ne faut entrer en ligne de compte ni les découpages politiques, ni les logiques de monnaie associative ou citoyenne dont on reparlera dans ce MOOC. Mundell donc s'interroge, étant donné la structure des productions et des échanges en Amérique du Nord, il vaudrait peut-être mieux avoir un dollar de l'Est et un dollar de l'Ouest de l'Amérique du Nord, plutôt qu'un dollar du Nord au Canada et un dollar du Sud aux États-Unis. Ce type d'analyse, qui cherche à identifier les facteurs permettant de réaliser des ajustements économiques à l'intérieur d'une même zone monétaire, a été appliqué à la zone euro en construction, avec pour conclusion, dans les années 90, que la future zone euro ne serait pas optimale. Au-delà de cela, on peut retenir pour notre propos que le territoire de circulation de la monnaie n'est pas indissociable de l'espace de souveraineté politique. On peut alors raisonner sur le rapport entre territoire et monnaie en s'interrogeant sur la capacité d'une monnaie territoriale à mobiliser efficacement les acteurs économiques de ce territoire. On vient alors à raisonner sur deux concepts liés, le concept de multiplicateur local et celui de vitesse de circulation. Mais on vient aussi à raisonner sur le rapport de la monnaie au financement et au système financier, comme on va le voir. Deuxième point, pour ce qui concerne le multiplicateur local et les fuites. Il s'agit ici d'appliquer un raisonnement inspiré de John Maynard Keynes en 1936. Keynes, avec d'autres, a construit un concept appelé multiplicateur d'investissement notamment. Il nous dit par quel facteur une dépense initiale engendre un revenu supplémentaire, du fait de la circulation de la dépense en vagues successives. L'ampleur de ces vagues est d'autant plus importante que l'on consomme beaucoup des revenus que l'on touche et que cette consommation s'adresse à des produits fabriqués sur place. Certains, en particulier à la New Economics Foundation, la NEF, à Londres, ont appliqué ce raisonnement à un territoire local. L'objectif est d'évaluer la capacité de ce territoire à engendrer des revenus ou, symétriquement, sa dépendance à l'égard de l'extérieur, pour la fourniture de ces revenus et pour les biens consommés. Dans ce cas, le multiplicateur est d'autant plus élevé qu'il y a peu de fuites. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fuites ? Il y a des fuites internes, tout d'abord. Il s'agit des revenus qui sont immobilisés, c'est-à-dire qu'on détient de l'argent sans l'utiliser. Et il y a aussi des fuites externes. Ce sont des fuites vers l'extérieur, des revenus par consommation ailleurs que sur le territoire, ou auprès de fournisseurs qui achètent eux-mêmes à l'extérieur. Ce que l'on peut retenir donc, c'est que le multiplicateur local nous dit quel effet d'entraînement l'injection d'un revenu sur un territoire a sur ce même territoire. Quel lien avec la monnaie? Un territoire local peut être associé à une monnaie locale, comme on le voit de plus en plus en France et ailleurs. On reverra ce point par la suite dans ce MOOC. Pour que le multiplicateur soit élevé, il faut faire en sorte de réduire les fuites internes et les fuites externes. Réduire les fuites internes peut être fait par le biais de ce qu'on appelle la fonte,
qui est une taxe prélevée à intervalles réguliers sur la monnaie détenue, et par d'autres mesures incitatives permettant d'accélérer la circulation en remettant la monnaie en mouvement. Réduire les fuites des revenus vers l'extérieur peut être fait en limitant les reconversions de la monnaie nationale en monnaie ordinaire via leur limitation aux seuls professionnels ou en imposant des frais de reconversion. Et donc, la monnaie locale peut être un vecteur de dynamisation de l'activité, de l'emploi et du pouvoir d'achat interne. C'est le pari qui a été réussi dans plusieurs localités, dont Fortaleza au Brésil, avec l'expérience du Palmas, ou dans plusieurs bidonvilles au Kenya. Troisième point, la vitesse de circulation de la monnaie. La vitesse de circulation de la monnaie, c'est un autre indicateur qui nous dit combien de fois une unité monétaire est employée pendant une période qui peut être un an. Cette vitesse de circulation s'est fortement réduite dans les économies occidentales depuis la crise. La monnaie notamment est captée par la finance et circule moins abondamment sur les territoires dans l'économie réelle. Là encore, les monnaies locales ou alternatives peuvent avoir un rôle positif du fait qu'elles sont isolées du système financier et ne peuvent circuler que dans l'économie dite réelle. On observe effectivement dans certains cas, mais pas dans tous, une vitesse de circulation de la monnaie plus élevée dans les monnaies alternatives. En Allemagne avec le Chiemgauer, en France avec le sol violette, en Sardaigne avec le Sardex, etc. Mais attention à ne pas trop mettre l'accent sur la vitesse et le multiplicateur, parce que la construction mathématique de ces deux indicateurs est telle que plus le territoire est petit, plus ces indicateurs peuvent être élevés avec une monnaie locale. Mais en même temps, les quantités produites et consommées sont si faibles que cela n'a plus de sens. Quatrième point, il ne faut pas oublier le rapport que la monnaie entretient avec le financement des activités. Au-delà de la circulation de la monnaie, un point essentiel, en effet, est le bon accès au financement des ménages et des entreprises situés sur le territoire. Or, sur certains territoires défavorisés, on observe souvent deux points. D'une part, un système financier qui ne maille pas suffisamment le territoire, faute de rentabilité suffisante pour les banques classiques. Il y a un défaut d'agences bancaires et de personnel dédié. D'autre part, un système financier qui injecte peu de financement sur ce territoire, se contentant de collecter et de gérer les épargnes en les recyclant à l'extérieur du territoire. Quelle solution à ces problèmes ? Première solution, ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusion financière et qui est promue par les institutions internationales. Elle repose à la fois sur une éducation aux bonnes pratiques financières et sur un meilleur accès des populations aux services financiers. Cette perspective a son intérêt et ses limites. Ce sont des limites liées au faible maillage de certains territoires, comme je viens de le dire, des risques liés au surendettement des populations, des risques aussi liés à la responsabilisation à outrance des individus, alors que les banques peuvent être elles-mêmes responsables par le biais de mauvaises informations ou de mauvaises pratiques. Enfin, des risques de fuite des épargnes collectées hors du territoire. Sur toutes ces questions, on peut avancer l'intérêt de circuits courts financiers, où une partie des épargnes collectées est réutilisée pour des financements locaux, sans être injectée dans les circuits financiers transnationaux. Ces circuits courts financiers peuvent être doublés d'une monnaie locale, comme on le voit au Brésil, c'est le cas du Palmas à Fortaleza que j'ai évoqué précédemment, et cela permet de maintenir sur le territoire local des financements qui sont attribués en monnaie locale. Mais attention, là encore, les circuits courts financiers ne sont pas la panacée, car l'intérêt d'un système financier élargi est précisément la circulation des capitaux et la réduction des risques ou des faiblesses d'un territoire considéré isolément. En conclusion, la territorialisation de la circulation monétaire et du financement a son intérêt, mais il y a plusieurs conditions à cela. Elle ne doit pas d'abord consister en une fermeture avec une volonté autarcique. La monnaie locale doit rester complémentaire de la monnaie nationale ou de l'euro. Cette territorialisation, ensuite, doit permettre de renforcer les moyens de financement des populations et des entreprises locales. Et puis, cette territorialisation peut être l'occasion d'un approfondissement démocratique par la participation des citoyens à l'orientation des flux de financement. Certaines monnaies associatives permettent d'avancer dans ces directions. On va le voir par la suite avec d'autres séances qui porteront plus spécifiquement sur les monnaies complémentaires.